Cap ou pas cap, surmonter son handicap, accompagné par Caroline Pilastre. Je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est: tu as foi en ce qu'on fait, oui ou non? Absolument. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cap ou pas cap sur PDA TV, l'émission qui parle du handicap de manière bienveillante sans nier nos réalités. Je me présente, je m'appelle Caroline Pilastre, je suis déficiente visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi, handicap invisible de prime abord comme beaucoup d'entre nous. Pour cette première, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Thomas Binet, cofondateur de PDA TV. Bonjour Thomas. Bonjour Caroline, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Caroline, alors on a une nouvelle émission qui s'appelle Cap ou pas cap, qu'on vous a confiée parce que c'est le fruit d'une rencontre, d'ailleurs, qui monte à plusieurs années. On souhaitait, avec Paul-André Pelou et Didier Maesto, cofondateurs tous les trois de cette chaîne, faire une émission sur le handicap. C'est la raison pour laquelle je veux parrainer cette première, être à vos côtés et dans la logique qui est la nôtre, accompagner ces 30 premières minutes de cette belle histoire qui commence au sein de PDA TV. Alors pour tous nos téléspectateurs, je vais expliquer pourquoi, si vous le permettez, puisque nous sommes à l'origine de cette idée, et c'est par des rencontres, et c'est déjà celle avec vous, pourquoi une émission, Cap ou pas cap, se retrouve sur PDA TV. Et puis après, on prendra le fil de l'émission. Avec plaisir. Cap ou pas cap, c'est le fruit déjà d'une observation que nous faisons. Le handicap aujourd'hui, et je parle sous votre contrôle, Caroline, touche 12 millions de personnes en France, à travers différentes pathologies, différentes difficultés, différents handicaps. 12 millions de personnes qui n'ont pas leur émission. Mais ça va au-delà des 12 millions. C'est les familles, c'est les proches, toutes ces personnes qui vivent le handicap à travers les personnes handicapées elles-mêmes. Et ces personnes n'ont pas de lieu pour s'exprimer. N'ont pas de lieu où ils peuvent trouver un certain nombre de conseils aussi. Vous allez expliquer le programme tout à l'heure, mais sans tout déflorer, je peux m'autoriser à en déflorer un instant, un aspect. Vous avez parlé d'innovation. Et ces innovations peuvent changer. Pour beaucoup, d'abord c'est le concept d'une innovation, changer le cours de l'existence de quelqu'un. Mais ce n'est pas que les handicapés qui voient leur cours changer de la vie. C'est aussi les accompagnants. Toutes ces familles, proches, moins proches, qui vivent dans ce quotidien avec les handicapés. Alors, oui, on a fait le choix de pouvoir mettre une émission à l'antenne qui, encore une fois, est dans le handicap, si je peux le dire ainsi, et ne m'en veuillez pas pour l'expression les uns ou les autres qui nous écoutez aujourd'hui, le handicap positif. Ce n'est pas une émission qui a pour vocation d'être larmoyante. Ce n'est pas une émission attrape-tout. C'est une émission qui veut montrer les choses telles qu'elles se produisent, mais également expliquer pourquoi et comment on peut transformer certaines choses. Alors, je vous laisserai expliquer le concept de votre émission mieux que moi, puisque c'est votre idée, mais ça nous faisait vraiment extrêmement plaisir, à Paul-André Pelou, Didier Maesto et votre serviteur, de donner cet espace de communication vers lequel et dans lequel on doit pouvoir tout dire, et je crois que le moment évidemment, est venu que dans une télévision de notre nature, puisque c'est aussi Place des Audacieux, PDA TV, et donc dans Audacieux, il y a aussi Audace. L'audace, c'est de tenter des choses que les autres ne veulent pas tenter ou ne savent pas tenter. On va essayer modestement, mais avec énormément de détermination, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs dans notre grille, de l'expliquer à la plupart de nos téléspectateurs. Donc, je crois qu'il était important, si vous permettez, de commencer cette émission en expliquant l'origine. À titre personnel, je suis très content que ce soit vous qui preniez les commandes de cette émission. Vous avez, au-delà de ce que vous avez évoqué par rapport à votre handicap, aussi un grand parcours dans le monde des médias. Donc vous savez, à tout point de vue, la difficulté dans le monde des médias de faire entendre ces voix qui sont toujours un peu dissonantes, un peu différentes et qui peuvent poser pour certains un peu de gêne. Nous, on n'est pas gênés de le faire. Bien au contraire, on est même heureux de le faire. Et je crois qu'à partir de maintenant, dans Cap ou pas cap, on va avoir des voix, des regards, des différences. Mais c'est de ces différences qu'on va essayer de faire une richesse. Merci Caroline, en tout cas, d'avoir pris la tête de Cap ou pas cap. Merci Thomas, merci à vous trois.
pour votre confiance, parce qu'animer une émission de ce style fait évidemment partie de mon ADN, mais on ne me l'a jamais proposé jusqu'à présent. Alors oui, vous l'avez rappelé, j'ai un parcours dans le domaine des médias, généraliste. J'ai eu la chance jusqu'à présent d'être entourée d'équipes qui ont vu en moi au-delà de la personne handicapée visuelle, qui m'ont fait confiance à compétences égales. Mais l'animation, c'est la première fois que je la débute. Donc, je ne vous cache pas que je suis assez stressée. D'ailleurs, je vous demande un peu d'indulgence, mais je vais faire au mieux pour faire que notre voix soit entendue et portée au mieux. Mon premier invité, et je le remercie, est Pierrick Couriot, jeune homme combatif de 27 ans qui est paralysé depuis la naissance. Bonjour Pierrick. Bonjour et merci de l'accueil. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre maladie et votre parcours? Alors, effectivement, je suis handicapé de naissance avec une paralysie cérébrale. Voilà, sur le parcours, très rapidement, donc un bac scientifique, puis un DUT en informatique, puis une licence appliquée à la gestion des entreprises derrière. Rapidement, au plan professionnel, donc j'ai eu la chance en 2016 et 2017 de travailler aux côtés de Microsoft France sur sa stratégie d'accessibilité numérique, ce qui était assez novateur dans le domaine. J'ai eu la chance ensuite d'être assistant parlementaire et je suis aujourd'hui consultant d'informatique. Pierrick, j'aimerais savoir, si vous deviez choisir 3 points clés de votre vie, handicap ou non d'ailleurs, quels seraient-ils? Alors, en 3 points, je dirais qu'un premier point, ça a quand même été tout le parcours scolaire et universitaire, notamment au moment de l'obtention des diplômes, parce que ça a été malgré tout assez compliqué. Je me suis retrouvé en fait avec une chirurgie qui devait se programmer sur ma 2e année de première. Et au moment où on doublait, j'ai une enseignante qui a tenté de me faire changer de section et de me passer d'une première scientifique à une première science et technique de management et de gestion. Et en fait, il a fallu me batailler pour que je puisse retaper cette première S. Et malgré tout, j'ai quand même obtenu mon bac avec mention derrière. Donc voilà, il y a quand même encore aujourd'hui des difficultés sur les parcours scolaires et ensuite sur l'universitaire. Donc il y a encore des difficultés de ce point de vue-là. Le deuxième point clé, parce que évidemment, ce que vous dites sur la scolarité est tellement vrai et malheureusement 2021 existe encore. Donc voilà, moi je connais votre parcours, vos engagements, mais comme ceux de beaucoup d'autres, et c'est vrai qu'on se dit que dans un pays comme la France, c'est encore scandaleux de devoir batailler pour aller à l'école et être traité comme un élève lambda. Et le deuxième, alors, si vous deviez choisir quelque chose qui vous a marqué dans votre vie. Deuxième point, l'obtention de mes 2 chiens d'assistance. Voilà, c'est quand même il y a un travail formidable qui est fait par l'association des chiens. Il y a eu en plus de 30 ans quasiment plus de 1000 chiens remis. Donc c'est un travail formidable qui est fait dans les familles d'accueil et ça donne des compagnons de vie formidables derrière. Voilà, très rapidement. Quel âge a votre chien d'assistance? Il va sur 8 ans, madame. Et comment s'appelle-t-il? Iago. Est-ce qu'il est à côté de nous en ce moment? Il est juste derrière. Vous le saluerez de notre part. D'accord. Bah, évidemment, les chiens guides, les chiens d'assistance sont un formidable soutien au quotidien. J'imagine que vous ne pourriez plus faire sans lui. Gratuitement avec une formation qui coûte 14 000 € au départ. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Et vous l'avez obtenu au bout de combien de temps après avoir monté le dossier, pardon? De mémoire, quasiment 2 ans. Très bien, 2 ans d'attente. Et troisième point, alors, Pierrick? Je sais, je vous en demande beaucoup. Non, mais il n'y a pas de quoi. Effectivement, d'abord, quand j'ai eu l'occasion de travailler pour Microsoft France, concevoir la stratégie d'accessibilité numérique d'une filiale, c'est toujours
un moment intéressant parce que, d'une part, c'était quelque chose de très neuf, la question de l'accessibilité numérique pour cette filiale. Et donc, on doit changer à la fois les esprits, impacter l'écosystème, et puis faire émerger de l'innovation. Et donc, c'est quand même des choses qui marquent. Et vous vous êtes senti inclus au sein de cette société ou pas, en tant que personne en situation de handicap? Ah bah, il n'y a eu aucun souci, ça s'est fait très naturellement. Voilà, la culture de l'entreprise à l'échelon international, du fait que Satya Nadella, le grand patron, est lui-même un enfant en situation de handicap, en fait, a révolutionné la conception des produits et des services et le management en interne. Il a d'ailleurs sorti un ouvrage, Eat Refresh, sur le sujet, où il explique comment culturellement il a changé la boîte. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant dans la manière dont ça s'est fait, mais naturel. Vous leur avez apporté en termes de sensibilisation. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont pensé de vous? Je ne me suis pas contenté de faire uniquement de la sensible en interne. On a vraiment fait de la stratégie, puisqu'il y a eu un livre blanc qui était sorti, des solutions de cartable numérique. Donc on a quand même impacté l'écosystème éducatif derrière. Et donc, voilà, la collaboration avait été très positive et fructueuse. Ça, c'est une bonne chose. Et on sait que pour être inclus dans cette société, ça passe dans un premier temps par la scolarisation et l'emploi, mais encore plus que pour une personne valide, parce qu'il y a tellement de freins, justement, à toutes ces démarches. Donc, c'est vrai que quand moi, je vous posais la question sur la sensibilisation, évidemment que vous étiez un travailleur à part entière, mais forcément, vu votre profil atypique, vous avez apporté une valeur ajoutée au niveau de votre parcours de vie. Donc, c'était dans ce sens-là que je voulais savoir si vous aviez eu des retours humainement par rapport à l'équipe auprès de laquelle humainement, les retours vous avez étaient toujours évolué. extrêmement positifs. Voilà. C'est une bonne chose. Thomas, Toujours. vous avez quelque chose à dire? Et à tous les niveaux de la filière, d'ailleurs. À tous les niveaux de la filière. Oui, Caroline, moi je voulais intervenir sur le deuxième point évoqué par Pierrick, sur le chien. Bon, parce que j'aurais de pratico-pratique aussi, et c'est quand même aussi la vocation de cette émission. C'est pas un chien comme un autre, on est bien d'accord? Ça, c'est sûr. Voilà, donc il y a un phénomène de coût aussi. Et de prise en charge, parce que moi j'y connais rien, donc je fais pas le faux candide, non, je ne sais pas. Donc moi ma question que j'ai, parce que Pierrick, vous avez donc eu un chien, vous avez acheté un chien à un moment donné, il a été dressé spécifiquement pour vous accompagner. J'ai pas eu l'achat effectué, hein. Ils sont mis gratuitement par Andy Chien. On les récupère uniquement au moment où ils sont formés. Voilà, donc c'est l'association des chiens elle-même qui sélectionne ces chiots chaque année, les forme et ensuite organise des stages de passation où là, les personnes handicapées vont avoir pendant 15 jours plusieurs chiens à l'essai et vont pouvoir ensuite trouver celui qui matche le mieux en termes de réponse et d'attente. Oui. Il faut que vous sachiez, Thomas, ainsi que nos téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas sur le domaine des chiens guides et d'assistance, c'est qu'on ne vous remet pas un chien comme ça. C'est-à-dire que vous passez devant des commissions, devant des dresseurs. Il faut en fait que l'adoption se fasse mutuellement. Parce que, comme vous l'expliquiez, ça n'est pas un chien de compagnie. Ce chien va remplacer un sens, va remplacer un membre, va faire partie, entre guillemets, de vous au quotidien, c'est-à-dire qu'il va tellement vous apporter en dehors de sa présence canine, c'est de l'indépendance et de l'autonomie d'avoir un chien guide ou chien d'assistance. Moi, si j'ai bien compris ce que disait Pierrick, c'était gratuit pour ce qui le concernait. C'est gratuit, mais pour tout le monde? Pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant aussi de savoir. C'est pour tout le monde, c'est gratuit. Il y a quand même un coût quand même de... C'est 15 000 € en moyenne. Voilà, ça c'est intéressant de l'entendre. Et c'est pris en charge par qui du coup, vous le savez? Vous voulez répondre ou pas, Pierrick? Ouais, je vais vous répondre. Alors, pour ce qui est d'Andy Chien, le financement est fait par des donateurs, donc entreprises, particuliers. Les familles d'accueil prennent les chiens pendant 16 mois en formation, en fait, de 2 à 18 mois.
et donc vont en cours tous les 15 jours pour apprendre les 30 premières commandes à leur chien d'assistance. Et ensuite, il y a 6 mois de formation complémentaire sur 15 commandes qui, elles, sont assurées sur l'un des 4 centres de l'association des chiens. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Alors, j'ai décidé d'un genre de petite rubrique rigolote. Si vous deviez être président, donc c'est le fameux « moi président », qu'est-ce que vous décideriez de changer dans le domaine du handicap? Moi, président de la République, d'abord, je m'assure qu'on ait un certain nombre d'élus en situation de handicap qui soient présents dans nos assemblées parlementaires. Premier point. Deuxième point, évidemment, on revoit tout le volet compensation du handicap qui n'a pas bougé depuis 2005. Donc là, ça va être aussi un enjeu de la présidentielle qui s'ouvre, évidemment. Et puis, ensuite, on repense le rapport au travail en regardant comment le handicap peut ne plus être une charge pour nos entreprises, puisque les aménagements de poste sont à leur charge, et parfois ça coûte aussi cher qu'un salaire. Et donc il y a aussi ce côté-là à revoir pour permettre de trouver une place par l'emploi dans la société française. Alors Pierrick, vous ne serez pas président, moi non plus, Caroline, pas plus. Moi non plus, messieurs. Mais en revanche, ce qu'on a décidé de faire dans Cap ou pas Cap, c'est d'interpeller tous les partis politiques, et ça sera l'objet de démarches hors antenne, bien évidemment, que nous allons mettre en œuvre, parce que le mois président, en revanche, eux, ça va les concerner très clairement. Et ce que nous voulons faire, et ce à quoi nous voulons également contribuer sur PDA TV, mais dans l'émission Cap ou pas Cap, c'est d'avoir un retour et une invitation d'ailleurs à la clé de tous ces candidats ou de leurs représentants, peu importe. L'important, c'est qu'ils se positionnent sur le handicap en France et qu'ils nous fassent part, dans le cadre de cette future élection présidentielle de 2022, de leur position et surtout de leurs propositions. Parce que, et je pense que vous validerez mon propos, Pierrick, ils sont assez, j'allais dire, muets sur le sujet, si je peux me permettre de le dire ainsi. On ne les entend pas beaucoup dans le cas des anciennes campagnes électorales s'exprimer sur le handicap en France, sur ces, encore une fois, redisons le chiffre, il est important, millions. 12 millions, pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, 12 millions de personnes qui sont concernées par ces difficultés. Et encore une fois, j'élargis les 12 millions à l'ensemble des familles, des entourages, des accompagnants, du personnel effectivement hospitalier et des cliniques. C'est important et ça fait beaucoup de monde. Et malheureusement, on va vous parler de plein de choses. C'est pas qu'elles soient plus importantes ou moins importantes les choses dont ils parlent, mais ces sujets-là sont jamais, ou pour ainsi dire, jamais évoqués, ou même quand ils sont évoqués sur des petits sujets et un peu entre deux sujets. Voilà, donc on va interpeller, sachez-le, mesdames, messieurs les téléspectateurs de Cap ou pas Cap, on va interpeller tous les partis politiques, les candidats, leur entourage, et on va essayer, c'est un choix qu'on a fait avec Caroline, de faire une forme, allez, modestement, mais on va le dire quand même, de Grenelle du handicap. Et on va essayer de sortir un livre blanc, numérique, évidemment, et audio, pour toutes les personnes qui ne pourraient pas effectivement le lire avec facilité, de manière à reprendre ce qu'ils nous auront livré. Et on les invite, et d'ailleurs s'ils nous regardent, le message est passé, et l'invitation est lancée, qu'ils nous rejoignent sur PDA TV, qu'ils nous écrivent, à travers le mail, s'ils le veulent. Mais de toute façon, même s'ils ne répondaient pas à cet appel, c'est nous qui irions vers eux. On veut savoir ce qu'ils prévoient pour ces 12 millions de personnes dans le cas du futur quinquennat. Voilà, le message est lancé, Caroline. Et on va y travailler d'arrache-pied avec les uns avec les autres de manière à permettre ça, parce que c'est aussi notre vocation. PDA TV... Vous avez parfaitement raison, Thomas, de lancer cet appel, puisqu'effectivement, la politique handicap française n'a pas bougé depuis 2005 et donc il faut absolument que ça soit à l'agenda de la prochaine présidentielle. On va essayer d'y contribuer modestement, mais avec beaucoup de détermination, parce que c'est aussi ça, PDA TV, c'est aussi une chaîne de service. C'est pas simplement de l'information, du divertissement et plein d'autres choses. C'est aussi essayer d'améliorer dans notre rôle, à notre place. On n'a pas d'ambition démesurée, mais d'améliorer un quotidien. Et si par certains côtés on peut le faire, on va essayer de le faire. Et d'ailleurs, si je parle d'améliorer un quotidien, ma chère Caroline, sans transition,
je vous propose de nous parler des innovations que vous avez retenues pour cette émission. Je me suis rendue au Salon autonomique 2021, qui se trouve Parc des Expositions de Versailles, mais qui existe aussi dans plein d'autres villes de France. Et 3 innovations ont marqué mon attention. Pour tout vous dire, je n'ai pas pu faire toutes les allées du salon parce qu'il est extrêmement grand et donc me rendre sur tous les stands. La première, il s'agit d'un petit robot, l'ECA, qui a été développé par APF France et qui est destiné aux enfants trisomiques, autistes et polyhandicapés pour les aider à interagir avec les autres et capter leur attention. La seconde, il s'agit d'une société qui s'appelle Life and Mobility France, qui est destinée pour les fauteuils roulants, les fauteuils électriques, les fauteuils verticalisés. Et la troisième, il s'agit d'une application qui s'appelle Mots j'écoute et qui permet aux personnes malvoyantes et aveugles de pouvoir continuer à faire des mots croisés au toucher ou avec une synthèse vocale adaptable sur les smartphones et sur les tablettes. Voilà pour les innovations. Pierrick. Je vais me permettre de réagir. Effectivement, c'est salutaire, il faut qu'on innove, il faut qu'on arrive à apporter de nouvelles solutions. Après, je pense qu'on va aussi avoir un enjeu dans les mois qui viennent. Nous avons la présidence française de l'Union européenne. Il faut qu'on soit capable de structurer une filière européenne autonome et stratégique sur la question de l'innovation au service du handicap. Et vous, Thomas, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces innovations ? Déjà, le concept de l'innovation. Commençons par ça, parce que vous avez parlé d'un salon, effectivement, et a priori, j'y étais pas avec vous, mais très, très dense pour tout voir. Déjà, c'est bien. Enfin, déjà, faut dire les choses. C'est bien qu'il y ait un salon où on voit des innovations. C'est vrai que la technologie doit servir à ça. C'est quand même le concept de la technologie, c'est améliorer un quotidien. C'est quand même faciliter la vie de tout le monde. Alors là, effectivement, dans un cadre de situation très clair, et vous l'avez évoqué, ces trois innovations... Moi, je trouve qu'on fait beaucoup de progrès depuis quelques années, mais on le voit même hors du handicap, dans beaucoup de domaines, dans la puériculture. Si on regarde, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et le digital a cette vocation. Donc, pour ceux qui sont un peu chagrins sur c'était mieux hier, par certains côtés, c'était moins bien hier. Voilà. Donc, ce qu'il faut juste, c'est que ces innovations... Et c'est un peu aussi notre combat, c'est que ces innovations arrivent à rentrer dans la vie de tous les jours. Parce que vous parliez par exemple de fauteuils roulants électriques médicalisés, mais parlons simplement de fauteuils roulants, voyez, électriques pour permettre à des handicapés moteurs de circuler dans la ville. C'est pas le tout de les acheter, faut-il qu'ils puissent circuler. Pardon, mais dans la ville qui est devenue ce qu'elle est depuis un certain temps, un peu la jungle, pour tout le dire, entre les poubelles, les déchets, les trous dans la chaussée, les vélos, les trottinettes. Les trottinettes, quelle angoisse pour tout le monde, posées n'importe où. Il n'y a aucune civilité. Je ne parle même pas des places de parking pour handicapés qui ne sont absolument pas respectées par les non-handicapés. Mais c'est vrai qu'il faut réapprendre aux gens à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quand même un truc important. Et je pense que toutes ces innovations facilitent la tâche, mais ne doivent pas nous faire oublier, au-delà de celles que vous avez présentées, Caroline, dans quel contexte ces innovations s'installent. C'est ce contexte de vie en commun qui n'est pas simple et malheureusement pas assez simple. Donc je crois aussi... Peut-être, et c'est mon rôle aujourd'hui pour cette première d'être à vos côtés pour le rappeler, ça va être notre rôle et c'est notre mission dans Cap ou pas Cap. Mais au-delà même des frontières de votre émission, c'est apporter à tout le monde, dans nos autres émissions, des éclairages sur le vivre ensemble. Je rappelle quand même que le slogan de notre chaîne, c'est le lieu de tous les possibles. Il faut l'incarner et il faut le nourrir par tout ce que nous avons à faire. Alors, pour parler plus précisément des innovations que vous avez évoquées, c'est vrai que la dernière, elle est sympa. Elle est sympa parce que, vous avez dit côté ludique, et je vais reprendre le mot, oui, c'est bien, parce que, encore une fois, ce n'est pas larmoyant, le handicap. Et il faut améliorer aussi la vie des plus petits, par exemple, et des plus grands. Mais les plus petits aussi sont concernés parce que le handicap frappe aussi des enfants. Et ce n'est pas simple. Là, en l'occurrence, c'est pour permettre de jouer aux mots croisés plus facilement. Donc, je pense que c'est des jeux qui ont cette vocation aussi de changer le handicap et pas simplement dans des tâches de tous les jours. Caroline. Oui, exactement. En fait, ça fait partie de l'inclusion parce que comme pour vous, les valides, nous, on a le droit aussi d'avoir accès à la culture en dehors des aides techniques qui, évidemment, nous facilitent, nous simplifient le quotidien. Je prends mon exemple, mais je pense que Pierrick pourra également le confirmer. Avant,
je ne pouvais pas utiliser des smartphones parce que je n'avais pas la synthèse vocale. Donc, j'utilisais des anciens téléphones et s'il n'y avait personne pour m'aider à composer un texto, on savait autour de moi qu'il fallait me contacter uniquement vocalement. Donc, en tant que malvoyante, d'avoir eu accès à des applications, à des startups qui essayent véritablement de faire que notre quotidien soit moins lourd et de ressembler sur ces aspects-là à une personne valide, parce que ce qui est terrible dans le handicap, c'est que vous êtes souvent isolé, malheureusement. Que l'on vive dans une grande ville ou non, je ne parle même pas de la question liée à la mobilité que vous rappeliez, bien évidemment, et c'est aussi un cheval de bataille, tout ce qui a trait à l'accessibilité, que ce soit la mobilité ou l'accessibilité numérique, parce qu'être un citoyen, c'est être un citoyen sur tous ces points. En fait, une personne en situation de handicap, en France, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande uniquement à avoir accès aux mêmes droits que vous. Nous ne voulons pas plus de droits, mais nous ne voulons pas être mis à la marge de la société. Et en fait, c'est ça que nous ressentons pour beaucoup d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, peu de choses sont adaptées. Alors, ne voyons pas le verre à moitié vide, évidemment. Je le rappelle, cette émission a vocation d'être bienveillante, sans nier une fois de plus nos réalités. Mais justement, la réalité en 2021, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas accès aux mêmes choses que vous. Des choses qui vous paraissent banales. Pour nous, ça va être le parcours du combattant. Vous le disiez, pour l'accessibilité dans les transports, dans la rue, c'est le parcours du combattant. C'est Fort Boyard, comme j'ai l'habitude de dire trivialement, parce qu'on a du mal à se déplacer, parce qu'il y a des obstacles partout, parce qu'il y a de l'incivilité. Mais globalement, dans cette société, pas uniquement quand vous êtes une personne en situation de handicap. Sauf que quand vous êtes dans ce cas de figure, malheureusement, pour éviter de prendre des risques, eh ben, vous allez choisir l'isolement. Et en plus de ça, on sait que nous dépendons de notre entourage, alors pour la plupart bienveillants, évidemment. Il y a des organismes aussi qui nous aident. Nous sommes une chaîne une fois de plus. Vous savez, pour moi, être handicapé, c'est pas du tout un gros mot. Souvent, les gens me disent, oui, mais quand tu te présentes en disant que tu es handicapé, c'est péjoratif. Non, pas du tout. C'est la manière dont me perçoit l'autre, en fait, qui peut être très péjoratif. Pour moi, c'est simplement avoir une vulnérabilité plus importante qu'une personne valide. Mais j'ai dû compenser tellement à côté, justement, pour être celle que je suis, modestement, une fois de plus. Je n'ai pas dit que j'étais meilleure ou pire que quelqu'un d'autre. Simplement, j'essaye de faire au mieux dans une société que je voudrais beaucoup plus adapter pour moi au quotidien. Et c'est ce que demandent toutes les personnes en situation de handicap. Je me permets de parler en votre nom, mais voilà, l'autonomie, l'indépendance, c'est prioritaire quand on est une personne. Vous voulez réagir, Pierrick, aux propos de Caroline? Apporter votre vision? Je souscris complètement aux propos de Caroline. Je regrette effectivement que dans le plan de relance, nous n'ayons pas de volet pour financer la mise en accessibilité de nos infrastructures. À votre avis, Pierrick, pourquoi est-ce que les politiques sont aussi frileux sur la question du handicap? Puisque justement, nous sommes 12 millions, donc nous sommes potentiellement une manne électorale, même s'il y a autant d'électeurs que de personnes en situation de handicap. Je crois qu'on a un premier sujet de fond, qui est que nous manquons d'élus en situation de handicap eux-mêmes. Et donc, il est quand même pas évident d'avoir une vue de l'ensemble des problématiques, je dirais, quand le vécu n'est pas direct. Donc, il y a un premier enjeu de ce côté-là. Et ensuite, c'est malheureusement pas un sujet qui paraît prioritaire aujourd'hui au vu du personnel politique en France. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, moi je crois que Pierrick dit tout bêtement ce qui se passe. Effectivement, c'est pas une priorité. Je vais reprendre votre terme, c'est pas une priorité. Alors c'est pour ça que aussi modestement que vous présentez cette émission, nous modestement au sein de PDA TV, on va essayer d'en faire. Alors avec nos petits bras musclés, comme dirait l'autre, on va essayer d'en faire une priorité. En tout cas, on va les interpeller. On verra bien leur réaction et je fais confiance à des gens comme vous, Caroline, à des gens comme Pierrick qui nous regardent et qui participent à ces émissions et tous ceux qui nous regardent. Et puis, ça fait 3 semaines, 4 semaines que nous sommes à l'antenne et chaque jour, on a un peu plus de monde qui nous regarde. Il faut en faire un mouvement. C'est logique de vague, ça. Et au-delà, encore une fois, du poids électoral auquel vous faisiez référence,
qui effectivement, ne nions pas les évidences, a son importance évidemment dans une relation électorale. Mais au-delà de ça, c'est ce qui se passe entre deux élections qui est le plus important. Voilà. Comment ces communautés, parce qu'on peut le dire aussi ainsi, avec un mot qui est un mot de l'époque, communautés, sont-elles traitées? Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il va falloir quand même être un peu plus attentif. Il n'y a pas de communauté supérieure à d'autres, il y a des communautés. Donc il faut simplement essayer de trouver des réponses. Alors on sait, tout ne se fera pas du jour au lendemain, ne soyons pas naïfs. On a pris beaucoup de retard sur certaines choses, même si, et vous l'avez évoqué par les innovations, beaucoup de choses ont quand même été dans le bon sens. Il faut quand même le rappeler aussi. Mais c'est vrai que ça ne va pas à la même vitesse partout. Et il n'y a pas de raison particulière parce que quand on parle de tout ça, il faut aussi parler du financement. Parce que malheureusement, l'argent est le nerf de la guerre de toute situation et que grâce au financement, on fait des choses. Alors, le financement, on en a quand même. Parce que on va pas. Moi, j'ai le plaisir sur PDA TV d'animer tous les soirs de 18h30 à 19h30 Déo et Débat, l'émission de débat. On parle des impôts. On parle de politique, on parle de tous ces sujets qui, au-delà du handicap, font notre société. On est quand même le pays au monde qui paye le plus d'impôts. Il ne serait pas complètement stupide d'interpeller aussi nos politiques pour dire « Que faites-vous de cet argent ? Vers quoi vous le distribuez ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui sont peut-être pas moins importants mais plus prioritaires sur une échelle de temps que d'autres? C'est tous ces sujets-là qu'il faut savoir mettre sur la table, ce qu'on essaie de faire dans les hauts et débats. Et vous reparliez de la mobilité un instant. Je vais vous dire pourquoi moi-même j'en ai parlé, parce que dans un numéro récent, on a eu Bernard Darniche comme chroniqueur dans l'émission avec nous, avec Christian Saint-Etienne qui est économiste, et on regardait le problème de la mobilité dans la ville avec le coût, l'écologie, etc. Et Bernard, qui est animateur d'une émission sur PDA TV, a eu cette honnêteté de propos de dire la mobilité, c'est la vie. Et le problème, alors lui, il n'avait pas évoqué par rapport au handicap, c'est pour ça que moi je le resitue dans un contexte différent, mais il dit un truc très juste quand il dit la mobilité, c'est la vie. Vous entravez la mobilité, vous entravez la vie. Et malheureusement, quand j'évoquais les trottinettes et tout ce qui est à côté, oui, on entrave la vie, mais pas des gens qui sont sur les trottinettes, mais des gens qui ne peuvent pas aller sur les trottinettes parce qu'effectivement, ils ont un handicap moteur ou visuel, ou etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous m'avez tous suivi sur le sujet. Il faut le dénoncer parce que pour le corriger, il faut d'abord le dénoncer. C'est la première étape. Et ensuite, on cherche les solutions collectivement et on y attribue des moyens. Voilà. Donc, c'est, mesdames, messieurs les politiques, il va falloir aussi expliquer où va l'argent, ce que vous en faites et ce que vous n'en faites pas aussi. Et donc, c'est une catégorie, les 12 millions de personnes, et encore une fois, avec tous leurs entourages. J'insiste sur l'idée parce que ce n'est pas non plus l'idée de parler à 12 millions. On n'est pas dans un schéma électoral, vous voyez, justement, dans cette émission. Il faut que ça change. Il faut que ça change durablement. Oui, Pierrick. Je vous écoutais sur les mobilités. Effectivement, on va avoir un défi à relever, mais qui est plein d'opportunités, qui est de savoir comment on concilie handicap et mobilité propre. Oui, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, les outils n'existent pas. Oui, alors après, c'est une question de moyens aussi. On ne les met peut-être pas non plus. C'est toujours la question entre ce qui existe et les moyens pour faire que les moyens existent à un moment donné. Caroline. Oui, je pense que c'est surtout une question de volonté politique. Bien sûr qu'il y a un coût budgétaire, mais il y a un coût budgétaire pour plein d'autres sujets, Absolument. Si on va par là. Simplement, le handicap, malheureusement, et je vais le dire comme je le pense, parce que j'ai l'habitude d'être très honnête, n'est pas vendeur. On parle du handicap quand dans notre société? Quand il y a des faits de société, bien évidemment. Quand, par exemple, on parlait tout à l'heure des chiens guides d'assistance, les propriétaires ne peuvent pas rentrer dans un commerce, ce qui est scandaleux et illégal. Ou lors des périodes pour les JO paralympiques ou le Téléthon. Ce sont des très bonnes choses. Mais nous existons le reste de l'année. Nous nous déplaçons, nous vivons autant que possible et nous voulons justement avoir cette autonomie. Quand on pense que dans un pays comme la France, moi c'est ça que j'aimerais comprendre. Je ne suis pas politique et pareil, même si je défends cette cause et que je la porte intrinsèquement, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas encore prendre les transports quand on est une personne paralysée. En France, nous sommes dans un pays développé. Il y a 3% des lignes qui sont accessibles, 3% des transports franciliens. Je ne trouve pas ça normal, sans vouloir en faire une grosse tribune. Caroline, on arrive au terme de cette première de Cap ou pas Cap. Est-ce que vous me permettez de vous accompagner dans la conclusion un instant? Avec grand plaisir.
Mesdames, Messieurs, vous avez assisté à la première de Cap ou pas Cap avec le cœur de Caroline, l'intervention de Pierrick et toute son émotion aussi dans les propos qu'il a tenus. Ce sera ça, Cap ou pas Cap. C'est une émission différente, forcément, parce qu'on parle de la différence, donc elle ne veut pas être traitée comme les autres sujets. Et dans le même temps, on n'a pas pour vocation de la traiter forcément totalement différemment. Ce qui est sûr, c'est que cette première voulait vous planter le décor de ce que sera Cap ou pas Cap. Elle est un peu plus longue d'ailleurs que de son format original. Peu importe, le temps doit être pris pour dire les choses. Donc, on vous retrouvera régulièrement, Caroline vous retrouvera régulièrement, puisque ça y est, mon rôle se termine là. Je vais aider et accompagner Caroline dans les coulisses dorénavant de Cap ou pas Cap, entre autres, et comme je vous l'ai dit, pour interpeller les politiques et les partis, parce que ça nous tient à cœur. Et on va voir ce qu'ils nous proposent pour vous qui êtes intéressés par ce sujet, encore une fois, handicapé ou non. Caroline, le mot de la fin. Merci Thomas pour votre bienveillance. Merci à Pierrick d'avoir inauguré cette première et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite dans Cap ou pas Cap sur PDA TV. Cap ou pas Cap, surmonter son handicap.